Alors que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit dans le temps, le gouvernement continue sa marche répressive. Après de nombreux débats sur la réponse policière, le temps est venu pour la réponse pénale. Visiblement, l'heure n'est plus au laxisme. Le ministre de la Santé Agnès Buzyn présentait ce mercredi son nouveau projet de loi censé lutter contre les déserts médicaux. Sans surprise, le texte se présente dans la continuité de l'exercice de Marisol Touraine, avec toujours plus de bureaucratie et d'injonctions. Trop long et trop coûteux, le permis de conduire pourrait connaître un profond changement. Le gouvernement réfléchit à l'inclure dans le service national universel, alors que les auto-écoles crient à l'ubérisation du secteur. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement vante sa politique du chiffre depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Plus de 1800 condamnations ont déjà été prononcées par la justice. Une marche répressive bien loin de la réponse apportée à la délinquance au quotidien. Revue avec Thibaut Bastide. D'abord, je veux dire, Monsieur le Président, que depuis le début de ces événements, 1796 condamnations ont été prononcées. 1796 condamnations ont été prononcées par la justice et que 1422 personnes sont encore en attente de jugement. Je veux dire que plus de 1300 comparutions immédiates ont été organisées et que 316 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Des chiffres brandis tel un trophée. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a donné un premier bilan judiciaire de la fronde des Gilets jaunes. Près de 1800 condamnations et 1200 personnes dans l'attente d'un jugement. Un bilan particulièrement massif dont se targue l'exécutif devant l'Assemblée nationale. Pour tenter de faire passer un message, le gouvernement garde le cap et fait régner l'ordre. L'exemple le plus criant est celui de Christophe Détinger, cet ancien boxeur professionnel en détention provisoire depuis le début du mois de janvier, après avoir tapé des CRS lors d'une manifestation. Jugé violent par les uns, héroïque par les autres, Christophe Détinger a comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un cas symptomatique de la volonté gouvernementale de décourager la contestation sociale par tous les moyens. Ainsi, c'est bien la carte de la répression, aussi bien policière que judiciaire, que joue Emmanuel Macron et son gouvernement. Une réponse judiciaire hors norme qui inquiète Régis de Castelnau, avocat et animateur du blog Vue du droit. La justice ne peut pas être rendue convenablement quand on la conduit dans ces conditions. Quand je vois que M. Philippe vient triompher devant l'Assemblée nationale en alignant ses chiffres et en disant écoutez, en 2 mois et demi, on a prononcé 1800 condamnations, on a incarcéré 320 personnes, on en a arrêté 5000, c'est pas possible dans un délai aussi court, avec de tels chiffres, de rendre une justice normale. C'est tout, c'est pas compliqué. Si vous voulez, techniquement, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc il a fallu pour ça des raccourcis, il a fallu pour ça des illégalités. On a des parquets qui créent des cellules spéciales pour pouvoir poursuivre les gilets jaunes. Et vous avez les juges qui statuent sur la base d'un volontariat. C'est-à-dire qu'on dit quels sont ceux qui veulent venir taper sur les gilets jaunes, et il y en a qui viennent. Donc c'est quand même un grand n'importe quoi. Et c'est un grand n'importe quoi pour une raison essentielle, c'est qu'on dit à la justice, vous allez rétablir l'ordre. Or la justice, elle doit rendre la justice. C'est pas le même métier. Donc on transforme l'appareil judiciaire et ce qu'il compose en flics. Une véritable justice de masse. Preuve en est, aucun mouvement social n'a jamais engendré une telle réponse judiciaire en France. À titre de comparaison, 753 manifestants avaient été poursuivis par l'appareil judiciaire au moment des mobilisations contre la loi travail entre mars et juin 2016, et ce malgré le lot de violence constaté à l'encontre des forces de l'ordre. Ainsi, avec cette politique du chiffre, ce sont des centaines de Français, pour la plupart inconnus des services de police, qui se retrouvent confrontés à un appareil judiciaire voué à la volonté gouvernementale. Le tout alors que des délinquants multirécidivistes du quotidien, souvent issus des quartiers à forte concentration immigrée, communément appelés populaires, n'ont jamais vu la couleur des murs d'une prison. Régis de Castelnau pointe ainsi du doigt l'absence d'une justice équitable. Il y a une espèce de triangle bizarre. C'est-à-dire que vous avez premièrement là une répression sans précédent.
Je vais vous dire que j'ai 46 ans de boutique, c'est pas mal, mais ça présente des avantages, c'est que j'ai vu beaucoup de choses. Je peux vous dire que depuis la fin de la guerre d'Algérie, une répression de cette ampleur n'a jamais été mise en place, ça c'est la première donnée, et il y a vraiment des questions à se poser. Deuxièmement, il y a la jurisprudence concernant le traitement des quartiers, essayons de trouver une formule qui va bien, et où vous avez des gens qui sont dans la nature avec 15 condamnations inscrites au casier judiciaire sans qu'ils aient fait une seconde de prison. Vous avez aujourd'hui mis en place une jurisprudence qui est aux antipodes de celle dont on se sert pour traiter la délinquance, pour traiter l'insécurité. Comment voulez-vous que dans l'opinion publique ce soit pas un effet catastrophique? C'est catastrophique, c'est-à-dire que les gens se disent deux poids deux mesures. C'est que nous avons une forme de traitement de la délinquance ordinaire de tous les jours qui pourrit la vie des gens, comme je le disais, qui n'est pas traitée, c'est-à-dire qu'on a quasiment une dépénalisation de beaucoup de comportements, de violence, de vol, de cambriolage, etc. Nous avons une couverture et une protection de la Macronie, et nous avons eu une répression tout à fait excessive à l'encontre des Gilets jaunes. Ce mercredi, Agnès Buzyn présentait son projet de loi sur la transformation du système de santé en Conseil des ministres. 23 articles visant à pallier les déserts médicaux avec une médecine de plus en plus robotisée et financiarisée. Plus d'informatique, plus de bureaucratie et toujours plus de patients pour les médecins. La réforme de la loi santé présentée ce mercredi par Agnès Buzyn n'a rien d'une révolution. Elle est plutôt une fuite en avant dans la continuité des réformes imposées par ses prédécesseurs. Si l'objectif affiché est de venir régler le problème des déserts médicaux, le moins que l'on puisse dire est que la réponse est un peu légère. En premier lieu, comme cela avait déjà été évoqué à plusieurs reprises, le développement de la télémédecine. Alors que la technique était pour l'heure réservée aux généralistes, elle sera désormais ouverte à d'autres spécialités telles que les orthophonistes. La déshumanisation de la santé se poursuit donc avec des patients qui parleront à des médecins derrière un écran sans que ces derniers ne puissent procéder à un examen classique. Plus rédhibitoire encore, les déserts médicaux concernent pour la plupart du temps des territoires qui souffrent aussi de déserts numériques. Pour Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre, cette pratique doit être réservée aux médecins. Cette télémédecine ou ces téléconsultations doivent être réalisées par le médecin traitant, le médecin qui connaît son patient. Par contre, ouvrir les vannes, autoriser des plateformes de consultation commerciales et avec ce risque de financiarisation ou de marchandisation du soin, là, nous disons attention, danger. Mais la télémédecine, la téléconsultation, évidemment, doit être développée et il doit y avoir un effort et un engagement économique du gouvernement vis-à-vis du numérique qui doit être au-delà de ce qui est annoncé aujourd'hui. Si on en vient aux études, puisque cette réforme touche aussi les études, on ne voit pas apparaître un engagement véritablement d'une entrée dans les études de tout ce qui est numérique et de tout ce qui est nouvelles technologies médicales, tout ce qui est nanotechnologie, biotechnologie, informatique, médecine algorithmique, génomique, tout ça doit arriver dans les études parce que c'est la médecine de demain et c'est avec ça qu'on doit former les nouveaux médecins et là rien n'est fait. Autre point de la réforme, le numerus clausus imposé aux étudiants en médecine. Il devrait être abandonné dès 2020. L'objectif étant d'obtenir 20% de médecins supplémentaires. Les facultés de médecine devront donc s'accorder sur les chiffres d'étudiants à accepter en deuxième année, le tout en concertation avec les agences régionales de santé, les ARS, qui pourront définir les besoins. Une idée qui se faisait attendre depuis longtemps, selon le docteur Lagrange, chirurgien en retraite. Il n'est que temps d'officialiser cette fin. On l'attend depuis 1971. Elle récolte les fruits pourris de ses prédécesseurs, pas de chance. Et le problème que je vois chez elle, c'est qu'elle n'a pas évoqué la fin de cette réforme, au moins faire le bilan dans 10-15 ans, pas recommencer les mêmes erreurs, et puis évoquer la féminisation excessive du recrutement, de la sélection, comme dans des pays comme la Pologne par exemple, et puis voir aussi à expertiser les médecins étrangers qui sont peu ou pas diplômés, aidés de photocopies. Mais expertiser les médecins étrangers, c'est assez facile. Il suffit d'aller dans les hôpitaux, de demander aux infirmières des blocs opératoires si elles se feraient opérer par tel ou tel chirurgien, et elles vous diront tout de suite non. C'est ce que je vis moi dans mon hôpital. Bien loin des aspirations de Marc Lagrange, la réforme d'Agnès Buzyn tend au contraire à normaliser les statuts des médecins étrangers hors Union européenne. Dans le même temps, le ministre insiste sur le fait que les médecins ne le seront plus à vie, puisque leur exercice sera soumis à un contrôle régulier de leurs compétences.
Autre point essentiel de la réforme, la révision de la carte hospitalière avec l'accent mis sur les hôpitaux de proximité. Une nouvelle source d'inquiétude pour Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France. C'est une inquiétude supplémentaire pour nous parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'ils vont faire d'une part, et puis on ne sait absolument pas si l'avis de la communauté médicale va être retenu. J'ai quelques inquiétudes sur effectivement la mise en place des hôpitaux de proximité, en me disant qu'il va y avoir, on va nous en lancer 500, et puis il y en aura peut-être une vingtaine qui vont marcher. C'est comme les 2000 maisons de santé pluridisciplinaires ou les 1000 CPTS qu'on nous annonce. Une disposition floue et inquiétante, donc à plus forte raison que certaines décisions pourraient devenir très politiques, voire politiciennes, comme l'explique Jean-Paul Hamon. Je vous rappelle cet exemple qui va devenir célèbre de la maternité de Guingamp, où l'ensemble de la communauté bretonne était d'accord pour transférer la maternité de Guingamp à Saint-Brieuc pour des raisons de sécurité. Et en fait, c'est la Fédération française de football qui a décidé de la carte sanitaire, puisque c'est Noël Le Graët, l'ancien maire de Guingamp et actuel président d'En Avant de Guingamp, qui a discuté avec Emmanuel Macron à Moscou lors de la Coupe du Monde. Et Emmanuel Macron lui a promis que la maternité de Guingamp ne fermerait pas, et effectivement, elle n'a pas fermé. Donc, si les hôpitaux de proximité se sont organisés et sont décidés au gré des volontés politiques, comme pour la maternité de Guingamp, on ne risque pas d'avancer beaucoup. Le permis de conduire dans l'impasse. Après qu'un coût jugé trop élevé, l'examen pourrait connaître un profond changement. Pour rendre le papier rose plus accessible, le gouvernement encourage la dématérialisation. Thibaut Bastide. Un permis de conduire émancipé des auto-écoles classiques, voilà la volonté du gouvernement. Mardi, le député LREM du Gard, Françoise Dumas, a remis un rapport parlementaire au Premier ministre Édouard Philippe pour envisager une profonde réforme de l'examen. En première ligne, le coût du permis. En effet, il faudrait débourser près de 1 800 € en moyenne pour obtenir le précieux sésame, un prix qui flambe jusqu'à plus de 2 000 € dans la capitale. Problème, la somme contraint parfois les aspirants à la conduite à renoncer. Ainsi, pour casser les prix, un mot d'ordre revient sur toutes les lèvres, l'ubérisation du secteur, une spécialité de la start-up Macron pour favoriser la concurrence qui a fait réagir d'une seule voix la corporation des professionnels des auto-écoles. Ces derniers dénoncent une dégradation des conditions de travail et de rémunération. Monsieur Macron, il veut jouer au moderne, mais il nous ramène 50 ans en arrière dans le modèle d'éducation routière. C'est l'auto-école à papa qui a fini par nous faire 16 000 morts en 1972. C'est pour ça que les choses ont été prises à bras-le-corps, qu'on a réglementé notre profession. Et voilà ce qu'on veut garder, un cadre réglementaire, gage de qualité de formation. Une auto-école, il y a 70% de charges déjà. Alors, baisser le permis, on y est tous pour. Mais alors à ce moment-là que M. Macron nous trouve les solutions. Par exemple, au lieu d'augmenter une TVA, qu'il l'enlève. Par exemple, que tout l'argent que l'on prélève avec les radars, eh bien, qu'il donne cet argent-là et faire un permis à zéro. Voilà, des solutions, il y en a. D'accord pour baisser le prix du permis, mais pas à n'importe quelles conditions. En effet, les auto-écoles n'hésitent pas à faire un peu plus de profit en ajoutant des heures supplémentaires de conduite, la plupart du temps encore plus coûteuses, aux candidats en se basant sur un système pour le moins opaque. Par ailleurs, l'Hexagone fait partie des pays européens où les délais d'attente pour passer l'examen sont les plus longs, 72 jours en moyenne contre 45 en Europe. Et s'ils sont principalement le fait des lenteurs administratives, les préfectures arrêtant le nombre de places accordées aux écoles, celles-ci y trouvent leur compte. Entre deux passages du permis de conduire, un candidat est obligé d'acheter des heures de conduite pour se maintenir à niveau, en plus du forfait initialement payé. De plus, selon une enquête UFC Que Choisir, 20% des établissements ne procèdent pas à l'affichage extérieur, pourtant obligatoire, du forfait le plus pratiqué. 51,20% facturent illégalement l'accompagnement au code à un prix supérieur à celui d'une heure de conduite, et près de 40% surestiment leur réussite à l'examen de plus de 10 points. Publicité mensongère, tarifs sous-évalués, les dérives de la profession ne manquent pas. Et c'est précisément pour mettre fin à ce genre de pratique que le gouvernement envisage d'intégrer le permis de conduire au service national universel, qui
doit être lancé en juin prochain. Par ce biais, les candidats pourraient avoir la possibilité de passer le code auprès d'un opérateur agréé avec un coût pris en charge par l'État. Une éventualité qui exclut de facto les Français qui ne sont plus en âge de faire leur service national universel. Autre option étudiée, favoriser l'essor des plateformes en ligne telles que En Voiture Simone ou Ornicar. Le principe consiste simplement à mettre en relation des élèves et des moniteurs. Les élèves bénéficient ensuite d'heures de cours depuis leur ordinateur et choisissent selon leur bon vouloir les moniteurs notés par les utilisateurs. Plus besoin de se déplacer, recours à des simulateurs de conduite. La dématérialisation du permis de conduire comporte de nombreux avantages pour les candidats. Cependant, les limites pourraient être rapidement atteintes, notamment par rapport à la qualité des instructions apportées par des moniteurs, peu ou pas professionnels du secteur. Pour l'heure, aucune piste ne semble évoquée pour travailler sur des rapprochements avec la formation professionnelle ou Pôle emploi, pourtant très souvent critiqué pour son inutilité actuelle. Pourtant, le permis de conduire est souvent une condition sine qua non pour décrocher un travail. Ainsi, le chantier du permis de conduire est encore loin d'être réglé. Entre petites magouilles de certaines auto-écoles et professionnels autoproclamés, la route est encore longue pour que la France rattrape son retard sur ses voisins européens. Avec 1,51 million de candidats en 2017, le permis de conduire est le premier examen de France en nombre d'inscrits pour un taux de réussite de 57,23%. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Le RIC au menu de l'Assemblée nationale, réclamé par les Gilets jaunes, l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne a été discutée ce mercredi en commission à l'Assemblée via une proposition de loi constitutionnelle de la France insoumise. En plein grand débat national, le groupe de Jean-Luc Mélenchon recycle l'initiative dans une version XXL avec possibilité de révoquer les élus ou d'annuler une loi. Alors que le gouvernement s'emploie à préserver l'illusion d'une ouverture, la France insoumise ne devrait trouver que de très rares alliés dans la majorité. Coup dur pour Carlos Ghosn, alors que l'ancien PDG de Renault et de Nissan est toujours en détention au Japon pour malversation financière dans l'attente de son procès. Son principal avocat, Motonari Otsuru, a annoncé sa démission. Aucune raison n'a été fournie pour expliquer cette décision qui intervient alors qu'une première réunion était prévue jeudi entre avocats, juges et procureurs pour préparer le procès. Seul dans la tourmente, Carlos Ghosn clame toujours son innocence et crie à la trahison. Scène chaotique en Haïti, le centre-ville de Port-au-Prince a été le théâtre d'affrontements entre la police et plusieurs milliers de manifestants venus réclamer la démission du président haïtien Jovenel Moïse. Outre les voitures incendiées et les magasins pillés, au moins 6 personnes ont trouvé la mort depuis le début de la contestation. Les opposants les plus déterminés, venus des quartiers populaires de la capitale, ont exprimé avec rage leur frustration contre les inégalités sociales grandissantes, aggravées par la corruption systémique. Les insectes portés disparus, papillons, fourmis, abeilles, scarabées et libellules, tous ces insectes pourraient bien disparaître d'ici un siècle, entraînant un effondrement catastrophique de tous les écosystèmes naturels. Selon une étude australienne, leur taux d'extinction est 8 fois supérieur à celui des autres espèces animales. Au total, 40% des espèces d'insectes sont en déclin, une crise mondiale qui pèse sur la biodiversité et notre alimentation. Il existe un Tinder pour vaches. Tudder est une nouvelle application de rencontres bovines créée au Royaume-Uni par l'entreprise agricole Hectare. Elle fonctionne comme Tinder, mais pour le bétail. Les vaches disposent d'un profil mentionnant leur âge, leur poids et le nom de leur propriétaire. Pour faciliter la reproduction bovine, les agriculteurs peuvent cibler leurs recherches en fonction de la race dans l'espoir de trouver l'âme sœur de leur bête. Petit bonus par rapport à Tinder, quand une vache match avec une autre, Tudder émet un meuh. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Le 8 décembre dernier, lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, Fiorina a perdu un œil après avoir reçu un tir de flashball. Accompagnée de son compagnon Maxime, elle raconte son histoire sur TV Liberté. Ah non, on a bien été manifestés, oui, en effet, parce que déjà, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est les retraités. Je trouve ça aberrant qu'on leur demande encore de l'argent alors qu'ils ont construit leur vie, ils ont travaillé toute leur vie, de leur demander, de leur prendre de l'argent sur leur retraite, je trouve ça complètement aberrant.
Et ensuite, je me dis que dans le futur, ce sera certainement moi, en fait, que toutes les taxes vont me tomber dessus, que certes, je vais devoir payer plus tard, moi aussi, du carburant pour aller travailler. C'est dans 5-6 ans, ça sera à mon tour de payer tout ça, donc je ne peux pas rester sans rien faire face à ça, en me disant que plus tard, ça se trouve, si on laisse faire, ce sera pire, en fait. Donc, faut se réveiller, et se réveiller maintenant, en fait. C'était le mouvement des Gilets jaunes, c'était quand même un grand mouvement populaire, si je puis dire, parce que c'était quand même, oui, c'était ma France, c'était la France populaire, blanche, des campagnes qui s'est mobilisée, et j'étais content d'y participer. Et puis ce soir, retrouvez également Perles de Culture. Anne Brassier vous invite au théâtre pour écouter des extraits de la pièce de Jean-Pierre Pélez, Les Singes Savants. Et puis également au programme aujourd'hui, notre émission cette année-là, Patrick Luzinski et l'équipe du magazine Éléments s'arrêtent en 2001 pour évoquer le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Également le livre de John Kennedy, La conjuration des imbéciles, publié en 1980. Et la chanson Viens boire un petit coup à la maison du groupe Licence 4 de 1986. Et puis tout de suite, sans transition, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est le moment de vous dire au revoir. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je reçois régulièrement une sorte de bulletin paroissial de la résistance à l'art contemporain, auquel j'emprunte ce sujet sans scrupule, d'ailleurs tellement sans scrupule que je vais les signaler à son auteur. Cet auteur, ce curé de la paroisse des résistants aux contemporains grotesques, est un haut fonctionnaire assez amusant qui écrit sous un nom de femme et qui déteste pas ce qu'on appelle la modernité. C'est important de le préciser. Il n'est pas rétif à tout ce que font les artistes de beau et de bon, même dans le bizarre, le déjanté, l'abstrait, le sans tabou. Simplement, il supporte pas les tartuffes de l'art conceptuel, ceux qui vendent du néant très cher en intimidant les ignorants. Et ça tombe bien, Campagnol non plus ne les supporte pas. Il a monté, ce monsieur, une sorte de musée sur Internet dont vous trouverez l'adresse ci-dessous, mais je peux vous la dire, elle est facile à retenir, Nicole, comme le prénom, nicolemuseum.fr, où vous verrez que 95% des artistes français ont du talent, mais aucun pouvoir et pas beaucoup d'argent, ce qui rend insupportable l'existence des 5% qui sont, eux, des spéculateurs gavés d'argent public et qui font la loi. Je devine que vous avez déjà compris le parallèle avec une autre injustice, celle qui accable les gilets jaunes face à la caste de ceux qui légifèrent pour leur bien. Mais si nous en restions là, ce serait trop simple. Ce que je voulais vous décrire, c'est pas une simple oppression banale. La base contre les élites, la main-d'œuvre en détresse contre les apprentis sorciers de l'économie mondiale, les peuples contre les règles européennes. Non, je voulais vous décrire une tendance assez vicieuse, assez ridicule qu'on observe chez ces élites ainsi remises en cause. Cette tendance se résume ainsi. Lorsque vous détenez un privilège honteux depuis des années, en l'occurrence celui de ponctionner le budget de l'État pour vendre vos salades d'artistes nuls à la FIAC, à la Biennale de Venise, etc., eh bien, devant la vague montante des gilets jaunes, là, vous vous dites, essayons de sauver notre peau en nous faisant passer pour un ennemi du système dont nous avons tant profité. Donc ce monsieur dont je vous parlais, là, le gardien du musée nicolemuseum.fr, souligne avec beaucoup de vigueur que l'art contemporain, celui de la France des Gilets jaunes, que la France des Gilets jaunes appelle à l'art à la con, cet art qui pompe l'argent des impôts pour planter des machins épouvantables en inox ou en plastique à l'entrée des zones piétonnes de toutes les villes moyennes, cet art qui est l'expression même des privilèges à la française, vous savez le genre je connais le président de région donc je fais ce que je veux puis surtout je facture comme je veux, eh bien figurez-vous que cet art est en train d'essayer d'endosser le gilet jaune. Un peu comme ces passagers du Titanic qui se déguisaient en femmes pour monter dans les chaloupes. Vous allez me dire, hein, quoi, comment, est-ce possible? Eh bien, deux réponses. L'une que souligne mon auteur de blog, ce gardien du musée virtuel nicolemuseum.fr, à qui je fais beaucoup de pub, c'est que c'est tout de même dans leur logique tout ça. Ces gens vivent de budget public, de coups de téléphone bien placés, comme n'importe quel bureau d'études qui arrive à dévorer ses concurrents parce qu'il a l'appui du Conseil général. Du coup, ils sont contre Macron et la privatisation de toutes les instances de l'art contemporain, parce que si tout devient privé, disent-ils, c'est la logique implacable du commerce
commerce international qui va prévaloir. Et donc, parmi les milliers de petits médecins de Molière de l'art contemporain qui arrivent à survivre parce qu'ils sont plus ou moins mélanchoniens et qui connaissent tout le monde dans leur communauté de communes, eh bien, très peu seront admis au banquet du marché libre. Ces intermittents du talent, là, voudraient bétonner leurs contrats, leurs avantages, mais ils s'aperçoivent que nous allons vivre un moment de vérité. Alors ils se retournent contre les gros profiteurs dans leur branche pour essayer de faire croire à la foule qu'ils n'avaient pas pour ambition, eux aussi, de facturer au Conseil général n'importe quel morceau de bois trouvé à la perceuse. Et puis, il y a une autre raison qui n'a rien à voir avec les avantages matériels que l'on craint de voir disparaître, c'est le fait que plus on fait partie des privilégiés, plus on feint d'avoir d'amitié pour les gens qui ont du mal. Vous le voyez très bien quand le président de la République prend une tête de pleureuse, là, pendant ses allocutions à propos de la femme seule qui élève ses 2 enfants. Les cyniques veulent absolument passer pour des rebelles gauchistes alors qu'ils circulent en Renault Safrane et que souvent ils n'ont même pas le permis à force de prendre des taxis. Vous retrouvez cette tendance à épouser le parti de l'adversaire chez tous les esprits faibles dans l'histoire de France et on est bien obligé de mettre en parallèle Philippe Égalité, le cousin de Louis XVI, qui a voté la mort du roi, avec Emmanuel Macron, qui nous explique à présent que, pas du tout, il n'a rien eu à voir avec la marche des affaires au temps où il dirigeait l'économie française, pour son Louis XVI à lui, François Hollande. Si Emmanuel Macron n'était encore, je veux dire en ce moment, qu'un jeune loup influent, plein d'ambition, et vous pouvez être certain, je vous fiche mon billet, qu'il porterait le gilet jaune. Parce que la nature de ces gens-là est d'épouser le point de vue de l'adversaire de manière préventive, pour désamorcer toute animosité, pour rester positif, etc. D'ailleurs, pendant tous les débats de la présidentielle, 1 fois sur 2, il a dit à ses adversaires « Je suis entièrement de votre avis ». Ce qui est le premier symptôme de cette maladie mentale dont nous allons voir, si elle continue ou non, à susciter le rejet. Mais chacun a déjà son opinion là-dessus. Abonnez-vous, merci. Les Républicains ont dévoilé leur tête de liste pour les prochaines élections européennes. En fait de tête de liste, nous en avons 3 pour le prix d'une. L'art de choisir sans choisir, le flou idéologique transformé en opération de communication, l'incapacité à trancher pour ne mécontenter personne et laisser au bout du compte, finalement, tout le monde sur sa faim. En faisant une sorte de choix du non-choix, les Républicains s'exposent à une campagne pour le moins complexe. Passons en revue 3 thèmes décisifs de la campagne sur lesquels les attentes des Français, et tout spécialement des électeurs de droite, sont grandes. Premier thème, l'immigration. Sujet tabou pour les Républicains. Qui des 3 champions osera affronter ouvertement et sans langue de bois la question du drame de cette immigration incontrôlée qui est en train de détruire la France? Pareil aux membres du Politburo à la mort de Staline, ils sont là pour veiller scrupuleusement les uns sur les autres et éviter surtout tout écart de langage. On sait bien que la direction collégiale est toujours le masque de la paralysie politique. Deuxième sujet, l'islamisation. Qui des 3 champions osera affronter ouvertement et sans langue de bois la question de l'islamisation rampante qui est en train de détruire purement et simplement la France? L'islam reste un mot tabou chez les Républicains. Troisième et dernier sujet, l'Europe. La contradiction y est encore plus flagrante. Qui des 3 champions osera affronter ouvertement et sans langue de bois la question de cette Europe dictatoriale qui est en train de détruire la France? La seule chose que l'on sait à ce jour, c'est que la ligne officielle reste désespérément européiste depuis le congrès de Menton de juin. Comment espérer se distinguer efficacement de la ligne macroniste dans de telles conditions? Bref, nous avons sous nos yeux un attelage bancal qui se donne pour premier objectif de jouer les équilibristes, mais qui pourrait bien verser d'un seul coup dans le fossé. Affaire à suivre. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.